Bonsoir à toutes et à tous pour cette nouvelle vidéo et je remercie particulièrement toutes les personnes qui me suivent et pour les nouvelles, je vais me permettre de donner mes coordonnées sur le 06 88 48 50 72 ou le 02 38 36 27 53, également Pierre Dassigny, @orange.fr. Vous pouvez également me contacter par SMS ou par voie postale. Il existe toujours des boîtes aux lettres et vous pouvez encore vous procurer des timbres. Mon adresse se trouve 8 rue des Écoles, 45 600, Sully-sur-Loire, dans le Loiret, proche d'Orléans. Donc, il appartient aux thérapeutes de savoir diagnostiquer les dépendances affectives pathologiques, en donnant aux patients tout le temps nécessaire pour l'expression de leur souffrance, la narration de leur histoire de vie et la description de leur environnement familial. Cependant, ce diagnostic n'est pas toujours simple à établir, car nous savons que les adultes ayant subi dans leur enfance des carences affectives ou des parents négligents ou même dysfonctionnels, voire maltraitants, sont le plus souvent dans le déni. Ils opposent généralement un refus global de ce qui s'est passé dans leurs jeunes familles, déniant ainsi la possibilité d'avoir subi des traumatismes, ce qui aggrave considérablement leur impact sur leur psychisme. Alors que pourtant les comportements de ces patients adultes décrivent une répétition de ces traumatismes. Il en va de même pour les émotions reliées à ces événements traumatiques. S'il n'est pas difficile de reconnaître et d'admettre celles qui sont jugées acceptables, comme la tristesse, l'anxiété, l'inquiétude et les désillusions, la confrontation est plus problématique lorsqu'il s'agit des autres. Colère, frustration, haine, envie, jalousie. Une étape essentielle. Toute émotion a donc un sens. Les patients le découvrent et ont. Identifier ces émotions, apprendre à les nommer, c'est déjà enlever quelques épaisseurs de brouillard. Une lumière apparaît faible, mais bien réelle. Il est important de garder en mémoire le possible enfermement inconscient de certains patients dans un faux self. Dès l'enfance, ils peuvent y demeurer pendant toute la durée de leur thérapie, qui devient alors interminable parce que tout ce qui a été intégré dans le psychisme à une période archaïque peut être travaillé. Ce faux self désigne l'adaptation par soumission au compromis d'un individu à son environnement, le privant de se développer, de développer sa vraie personnalité, entraînant plus tard des relations artificielles. Il peut perturber le sentiment d'exister. C'est ainsi que certains enfants, parfois très tôt, se sont effacés et interdits de se construire un sentiment d'être. Derrière ce faux self se terre ainsi un désespoir installé dès le début de la période que l'on nomme archaïque. Un autre facteur est à prendre en compte, c'est l'attitude du thérapeute vis-à-vis de l'isolement distanciel, de la responsabilité liée à la liberté, l'autonomie et la peur existentielle également, de la mort aussi. Si le thérapeute, au cours de sa propre thérapie, n'a pas traité ces trois angoisses fondamentales, il risque bien de pratiquer le déni au cours de ces thérapies bien particulières que sont les thérapies des grands dépendants affectifs. Car c'est bien la confrontation aux fondamentaux de l'existence qui se révèle thérapeutique. Ces patients viennent généralement consulter un thérapeute sur les conseils de leur médecin, généralistes, amis ou psychiatres. Ils suivent pour la plupart le traitement médicamenteux qu'on leur donne habituellement dans les symptômes anxio-dépressifs, c'est-à-dire des antidépresseurs et des anxiolytiques auxquels s'ajoutent parfois des somnifères. Il y a aussi également beaucoup de troubles du sommeil. Ces traitements leur permettent de tenir à peu près dans une société où on n'a pas le droit d'aller mal, en abaissant l'intensité des mouvements émotionnels trop pénibles à vivre, dépression, angoisse. Pour cette raison, l'accès aux émotions est rendu plus difficile, ce qui ne facilite pas le travail en profondeur. Cependant, il serait malvenu de remettre ces traitements en question.
L'accès à la conscience par l'introspection serait empêché en raison de la confusion, justement, dans ce trop-plein d'émotions. Le thérapeute doit apprendre à travailler avec cette contradiction, en sachant aussi que les patients ne doivent pas non plus entrer en dépendance vis-à-vis de ces médications, ni du psy, du thérapeute qui le suit. Il faudra bien un jour que la thérapie se termine et le thérapeute devra engager cette dernière ligne droite avec beaucoup de précautions pour que le patient ne sabote pas toute son évolution en craignant cette séparation. Il faudra, de la part du psychologue, du thérapeute, une grande capacité de réassurance et infiniment de patience, avec une diminution progressive de la fréquence des séances et un grand, sincère et profond désir d'autonomie de la part du patient. N'oublions pas que chez tout être humain, mais bien davantage chez les dépendants affectifs, pathologiques, l'idée même de séparation est anxiogène. Pourtant, les personnes dépendantes savent que la dépendance affective, telle qu'ils la vivent, leur est néfaste. Les souffrances, car elle renvoie immédiatement à la notion de rejet, qui adviendra tôt ou tard. Telles sont leurs tristes expériences. Il convient de dire qu'une thérapie ne peut pas, à elle seule, résoudre tous les problèmes, car la vie apporte son lot de joie, mais aussi de souffrance. Et surtout, les patients doivent prendre conscience que le thérapeute n'est qu'un guide. Ils ont leur travail à faire et doivent accepter que, à la fin, ils seront seuls pour continuer à le faire, quand la thérapie sera terminée. Dans ces sortes de psychothérapie, le thérapeute devra veiller à éviter de tomber dans le piège de ces patients qui voudront trop souvent considérer leur thérapeute comme le sauveur qui viendra résoudre tous leurs problèmes. Ce qui n'est pas toujours simple, malheureusement. Surtout si le thérapeute se sent quelque peu flatté par cette attitude, plus souvent implicite, il verra l'occasion de se sentir indispensable, ce qui dans ce cas pourra s'apparenter à une prise de pouvoir sur le patient, qui, très dépendant, n'attend que ça, au moins un temps. C'est pourquoi dans les supervisions thérapeutes, il faut rester très vigilant sur cet aspect. Un dépendant affectif pathologique ne pouvant en aucun cas être sérieusement aidé par un autre dépendant affectif problématique ou pathologique qui s'ignore. C'est ce cas qu'on retrouve dans des groupes de Facebook d'aide aux dépendants affectifs. Or, c'est tout à fait consternant cette situation quand elle se rencontre, en particulier avec des thérapeutes qui n'ont pas fait eux-mêmes de thérapie, et chez ceux qui croient que c'est le psy qui fait tout le travail, qui se place en sauveur. Or, plus le thérapeute se montre actif et directif, dans le but d'aider le patient à assumer sa responsabilité, plus le patient se voit infantilisé. Si un patient ne doit pas tout attendre d'un psychothérapeute sauveur, le thérapeute, par son humanité, devra le soutenir en l'accompagnant tout au long de la thérapie, afin qu'il ne se sente jamais seul dans son entreprise. Il doit pouvoir laisser s'exprimer l'enfant qui est en lui, parfois redevenir cet enfant souffrant, meurtri, lui permettre enfin d'exister. Le thérapeute a également pour tâche d'aider le patient à retrouver ses souvenirs, sans en craindre aucun, à les ranger chronologiquement, mais surtout à en parler. Même s'il s'agit d'événements pénibles, voire traumatisants, il est absolument nécessaire de les verbaliser. Cette remémorisation est fondamentale dans le processus thérapeutique. Certains thérapeutes estiment que cette étape n'est pas nécessaire, qu'une douleur déjà vécue n'a pas à être répétée par son récit. Je crois qu'il est, peut-être malheureusement, mais c'est ainsi, impossible de faire cette économie, cette impasse, que la parole permet au contraire de sortir de soi ces épines si douloureuses, que le processus de cicatrisation de certaines blessures ne pourra en aucun cas commencer tant que la plaie n'est pas nettoyée par la parole.
car c'est justement la prise de conscience de l'aspect si pénible de certains souvenirs qui permettra, par la compréhension des émotions qui y sont liées, de prendre du recul. C'est ainsi que les blessures peuvent cicatriser, grâce aux mots mis sur les souffrances et les émotions qui seront enfin reconnues comme telles, tout en sachant bien évidemment que les situations, les événements vécus ne seront jamais effacés. Le croire serait naïf et relèverait de la part du thérapeute d'une illusion d'omnipotence, même si leur impact émotionnel s'en trouve considérablement adouci. Le thérapeute, ni impatient, ni pressé, respectueux du rythme de ses patients, devrait leur offrir un espace-temps rassurant. Le travail de mémoire demande de la lenteur, car l'inconscient, pour protéger le patient d'un tsunami émotionnel, ne délivre les souvenirs enfouis que progressivement. Il suffit au thérapeute d'être là et de savoir se synchroniser sur le rythme de la personne, de mettre des mots sur les processus de réinvestissement progressif des émotions. La thérapie permet ainsi au patient de s'appuyer sur la relation thérapeutique, de reprendre goût à la vie en retrouvant le désir et la volonté de vivre en fonction de ce qu'ils sont plus profond d'eux-mêmes. Ils ne se heurtent plus aux obstacles nombreux qui généraient leur blocage. Délivrés de leurs illusions, ils acceptent la réalité de leur humaine et imparfaite condition. Or, pour accepter la réalité, plusieurs prises de conscience sont nécessaires. La première étape de la thérapie sera donc dédiée aux si nécessaires prises de conscience. Chacun ne doit-il pas s'apercevoir de l'état où il est, pourvu qu'il veuille bien s'en apercevoir. Pour y parvenir, la volonté d'ouvrir les yeux, de sortir du déni s'impose, admettre cet état d'excessive dépendance à travers toutes ces manifestations émotionnelles et comportementales, à travers les situations et expériences vécues, est le premier pas indispensable. Qui voudrait demeurer jusqu'à son dernier souffle dans une prison dont il a remis les clés à un autre? Qui pourrait en vérité se satisfaire de ces ébauches de joie ou même de bonheur que donnent les autres lorsqu'ils le veulent bien, lorsqu'ils y consentent? Qui refuserait de pouvoir s'appuyer sur soi pour s'apporter ce qu'il recherche en vain ailleurs qu'en lui-même? Si les enfants n'ont pas la capacité de développer une claire lucidité sur eux-mêmes, ceux qui les entourent, ou le monde en général, les adultes, eux disposent de toutes les ressources pour le faire. C'est pourquoi il est essentiel pour les patients de balayer le lourd écran de fumée qui les empêche de se voir tels qu'ils sont. Essentiel aussi de dissiper le brouillard qui noie leur vie émotionnelle, dans la confusion qui anesthésie et engourdit les facultés de compréhension de ce qu'ils vivent et masque leur réelle personnalité profonde pour finalement les rendre totalement étrangers à eux-mêmes, avant même de comprendre pourquoi et comment la dépendance pathologique s'est installée. Au fil des années, il faudra accepter de regarder et d'admettre en toute lucidité que cette dernière, en termes de relation à soi et de relation à l'autre, sans ce regard lucide, on ne peut que s'enfoncer dans la répétition traumatique et on se croit définitivement incapable d'imaginer que d'autres choix, d'autres options existent. Une patiente me disait récemment qu'elle pensait être inapte au bonheur, au choix de la vie. Ce sont ses peurs et son désamour d'elle-même, en raison justement de cette croyance en son inaptitude, qui lui dicte cette conclusion. Pour qu'elle apprenne à se faire confiance, pour qu'elle devienne sa bonne mère intérieure, elle doit d'abord admettre la réalité de cette croyance et ses conséquences. Donc, dans le début de cette vidéo, sur les très nombreuses croyances, certitudes non démontrées, qui faussent le jugement des dépendants affectifs pathologiques, le fonctionnement des croyances est simple.
Alors prenons l'exemple d'une personne qui croit que les besoins des autres sont plus importants que les siens. Nous en avons déjà rencontré. Ces l'énoncé, tout du moins inconscient de sa croyance, de ses pensées, qui tourneront alors sur les meilleures façons de connaître ou de deviner ses besoins et de les satisfaire efficacement. Elle ressentira un très grand plaisir à l'idée de bien s'occuper des autres et sera fière de passer à l'acte tout en étant remplie d'attente et de reconnaissance ou d'amour. Ces autres vont peut-être la féliciter ou la remercier vivement. Sa croyance sera alors confirmée et renforcée, tout ceci dans le plus grand déni de ses propres besoins, enfui sous sa propre peur de ne pas être aimé. Prenons un autre exemple. Jeanne. Jeanne ne s'aime pas. Elle croit et est même persuadée qu'elle ne pourra jamais plaire à un homme. Je ne comprends pas qu'un homme ne s'intéresse pas à moi, dit-elle. Dans son dialogue interne, ses pensées, elle se convainc grâce à de nombreuses situations vécues que jamais elle ne rencontrera un homme qui aura envie de s'approcher d'elle. Ou s'il le fait, c'est juste pour coucher avec moi, car les hommes ne veulent que du... Et elle en est triste, parfois même désespérée. Lorsqu'elle va en soirée, elle reste isolée et distante. C'est ainsi que, refusant toute rencontre, elle confirme et renforce sa croyance. Elle ne plaira jamais à un homme, entre guillemets, bien. Or, des croyances, bien, nous en avons tous. Un très grand nombre, certaines d'ordre général, d'autres s'appliquent à différents domaines, croyances sur soi, sur les autres, alors, sur la famille, sur le parent, sur l'environnement humain, sur la vie, sur l'amour, pour nous en tenir plutôt à celle qui nous concerne. Le thème de cette vidéo, nos croyances constituent nos paysages intérieurs et surtout notre séquelle psychique, dans la mesure où elles conditionnent nos pensées, nos émotions et nos comportements, ainsi que nous venons de le voir. Ces certitudes s'installent pour une grande part dans l'enfance. Nous prenons celle de nos parents, notre milieu, de nos fréquentations, même déjà à partir de la crèche, de nos lectures, des films. Elles sont également conditionnées par l'interprétation de ce que nous donnons aux expériences vécues. Ceci dès la naissance, car très tôt, nous éprouverons le besoin, même sans mots, de donner un sens à ce que nous vivons. Et ce qui est aussi important, nous passons notre vie à nous confirmer leur véracité et à les renforcer, car il est impensable de remettre en question son squelette sans appréhension. J'ajoute que les croyances dont nous nous occupons dans cette vidéo sont des certitudes limitantes, c'est-à-dire qu'elles ne sont absolument pas aidantes, comme d'autres le sont, comme j'ai de la valeur, je mérite d'être aimé. Ce sont ces croyances tellement négatives, très limitantes sur soi, qui conditionnent la mauvaise estime de soi. C'est pourquoi il est essentiel pour le thérapeute de relever régulièrement les croyances exprimées par le patient au fil de son discours. Ainsi, vous croyez que les besoins des autres sont plus importants que les vôtres. Plusieurs séances lui permettront de mieux comprendre, de connaître les certitudes conscientes qui l'ont amené à cette dépendance affective pathologique et de vérifier avec lui qu'il a bien compris, intégré évidemment. Pour le patient, découvrir que certaines de ses croyances peuvent être remises en question est à la fois très pénible et très difficile. D'autant plus que nous l'avons vu, elles sont à la fois à la source des comportements des dépendants affectifs pathologiques et bien souvent le résultat, donc la confirmation des interprétations, des situations qu'ils ont vécues. Il s'agit donc, en quelque sorte, d'un véritable cercle vicieux sur lequel le thérapeute devra donc intervenir.
Et si nous reprenons des exemples sur des croyances sur soi, comme je n'ai pas le droit de m'affirmer tel que je suis, alors je suis sans cesse en suradaptation à l'autre pour être aimé. Je veux être admiré, donc je ne dois jamais décevoir. Si je suis spontané, on jugera mal ce que je fais. Ou dit. Donc, je me ferai remarquer et juger négativement. Je suis insatisfaite de moi en permanence. Si je suis suffisamment généreux, utile, aidant, disponible, à l'écoute, je serai aimé. Seule la perfection m'apportera l'amour et la reconnaissance dont j'ai besoin pour vivre. Je n'ai pas le droit de me plaindre. Je ne mérite pas ce que j'ai à côté des autres qui ont eu moins de chance. Je ne dois pas dire que ça ne va pas. Sans bien sûr négliger tous les commentaires absolument désastreux, les films qu'on peut construire sur soi. Et il y en a énormément. J'ai aussi entendu un bon nombre de croyances sur soi et sur la relation amoureuse. Qui, me connaissant, pourrait continuer à m'aimer puisque je ne vaux rien. Je dois rendre une femme heureuse, mais je ne peux pas être aimé tel que je suis. Alors je suis trop gentil. Seul l'autre peut me rendre heureux. Je suis incapable de vivre seul. Seul, je ne vaux rien. Nous ne faisons qu'un. Nous sommes semblables. Si nous nous séparions, j'en mourrais. Une séparation est un anéantissement. La vie n'a aucune valeur tant que on ne vit pas en couple. Et aussi avec son corollaire, tant que je ne vis pas en couple, je n'ai aucune valeur. Toi et moi, nous ne faisons qu'un. Je me sens en symbiose totale avec elle. Je sais ce que tu penses. Tu ne peux rien me cacher, tu sais. Je ressens exactement la même chose que toi. Elle et moi, c'est pareil. Et c'est là que la coupe est pleine de désamour de soi. D'autres croyances aussi sur l'attitude à adopter quand on aime. Je suis responsable du bonheur de l'autre. L'autre doit être tout pour moi. L'autre doit être mon seul souci. Je dois être tout pour l'autre. L'autre doit être toujours là pour moi. Je dois être le seul souci de l'autre. Tant que je fais le bonheur de l'autre, je suis heureux. Sous-entendu, et inconsciemment le plus souvent, tant qu'il aura besoin de moi, il m'appréciera. Si je suis inquiet, c'est parce que je t'aime. L'autre est responsable de mon bonheur. Quand on s'aime, on doit tout faire ensemble, tout se dire, ne rien se cacher. L'autre est là pour me combler, je dois combler l'autre. L'autre doit pouvoir compter sur moi à tout moment, je dois pouvoir compter sur l'autre à tout moment. Je dois être la personne la plus importante pour l'autre. Je ne comprends pas qu'elle puisse se trouver bien sans moi. Je me mets à ta place. Pour bien aimer, il faut s'oublier. Encore une fois, la coupe est pleine. Du mal amour de l'autre. Ces trois types de croyances sont ceux qui ont le plus de pouvoir pour conditionner la vie des dépendants affectifs pathologiques. Il en existe d'autres, bien limitants, comme ceux concernant les liens familiaux. Je n'ai pas le droit de décevoir mes parents qui sont sacrifiés pour moi. Je connais bien mon fils et je sais qu'il est bon et ce qui est bon pour lui, ou bien ceux qui dictent les comportements sociaux. Je dois être le meilleur, plus on a d'argent, plus on est admiré, et autres aberrations. Nous retrouvons le même schéma de croyance dans la codépendance. Une personne qui vit avec un conjoint malade, alcoolique ou toxicomane croit souvent qu'il parviendra à arrêter ce comportement addictif par la force de son amour. Malheureusement, elle n'y parviendra pas dans la durée. Son besoin excessif d'être utile, son fantasme quant à sa capacité à soigner son époux, son épouse, l'entraîneront vers une amère désillusion. Ils forment un couple de codépendants car
On s'attire mutuellement sur des ressemblances et si l'on manque d'estime de soi, on se rapprochera des personnes qui souffrent de cette même problématique. Devenir lucide, alors, sur ses croyances, du moins, celles qui sont devenues conscientes, est nécessaire et admettre que l'on se comporte comme si elles étaient des vérités universelles. C'est une étape donc très importante, car ce faisant, c'est déjà le processus même de leur fonctionnement qui est compris. Alors cette lucidité retrouve et représente un retour à la réalité. Les patients prennent conscience que peut-être leur vision, leur interprétation de la réalité n'est pas entièrement juste, ou plutôt qu'ils peuvent sortir de cet enfer auto-entretenu par leur puissance de croyances limitantes en les reconsidérant. Une croyance importante sur toi s'installe souvent à la suite d'une expérience particulièrement forte, dont l'impact était suffisamment puissant pour qu'une conclusion générale en soit tirée. Le travail du thérapeute consiste alors à proposer d'autres interprétations, d'autres conclusions. Il suggère aussi des recadrages aux patients qui comprend qu'une même expérience peut être interprétée de plusieurs façons. Si un enfant se fait sévèrement puni par son père et en conclut qu'il est mauvais, l'adulte qu'il est devenu recevra du thérapeute la permission d'interpréter différemment cette situation. Son père énervé était quelqu'un de colérique, par exemple. Sa déduction « je suis mauvais » s'en trouvera infléchie et peut-être, espérons-le, modifiée. Le thérapeute peut expliquer que lorsque nous sommes enfants, même très petits, nous cherchons à comprendre ce qui se passe autour de nous, en nous. Si mes parents sont en colère contre moi, c'est que je suis un méchant garçon. Si mes parents se séparent, c'est qu'ils ne veulent plus de moi. Mais l'enfant que nous étions n'est pas en mesure de tout comprendre, et bon nombre de ces interprétations l'ont conduit à des conclusions qu'il risque de tenir pour vraies, véridiques, et ceci tout au long de sa vie. Le thérapeute fera en sorte que son patient remette en question, à son rythme, et sans le heurter, certaines de ses déductions. Si cela est possible, il peut inviter le patient à interroger ses parents sur différents points essentiels. Le déroulement de la grossesse de sa mère, sa naissance, sa toute petite enfance. Et si c'est possible, il pourra peut-être poser ces questions à d'autres membres de la famille. Sinon, il sera bien sûr plus difficile de retrouver, pour le comprendre, le vécu du nourrisson. Lorsqu'un patient découvre ce fonctionnement des croyances, il en est immédiatement soulagé, car il commence à entrevoir une possibilité de changement de point de vue sur lui-même, comme une respiration, enfin. Il est tellement reposant de s'entendre dire, avec les précautions d'usage et en temps voulu, que ce que les gens pensent de nous, ce qu'ils ressentent pour nous, n'est pas nécessairement lié à ce que nous sommes ou à notre valeur en tant qu'être humain, pas plus qu'à notre réussite sociale. Je répète souvent à qui veut bien l'entendre que nous ne pouvons pas plaire à tout le monde, comme tout le monde ne nous plaît pas. Bien sûr, la deuxième partie de la phrase passe beaucoup plus facilement. Et il n'est pas toujours très facile d'admettre la réalité de la première proposition. Il est pourtant tellement rassurant d'entendre une permission essentielle, à savoir que l'on n'a pas à vivre que pour les autres. Nous avons le droit et même le devoir de vivre pour nous, avec les autres, d'être égoïstes, à savoir de prendre soin aussi de nous, et pas que de notre famille, de nos amis ou de notre travail. Toutes les croyances sont à l'origine des émotions. C'est pourquoi, après le travail sur les croyances, il est fondamental de retrouver celles qui leur seront associées. Si quelque chose a pu être vécu sans être éprouvé, c'est parce que la personnalité s'est coupée en deux pour être totalement détruite
par le choc. Et il faut favoriser le rapprochement de ces deux morceaux. Les deux morceaux étant l'expérience vécue et l'émotion, ou les émotions qui lui est liée. Quand celles-ci ont été trop longtemps refoulées, comme enfant puis l'adolescent ont perfectionné l'art de ne plus rien ressentir, toute la vie émotionnelle est devenue singulièrement étrangère à l'adulte devenu. La thérapie va permettre, enfin, aux patients d'opérer cette rencontre, cette réunion, cette réunification. Ce seront des passages pénibles parfois, qui demandent de prendre son temps, qui autorisent, enfin, les larmes, les cris de colère, les recroquevillements de peur, car les dépendants affectifs pathologiques, vous le savez maintenant, ont trop souvent et depuis fort longtemps dû verrouiller leur vie émotionnelle pour ne pas en souffrir, consciemment du moins. Cette catharsis agit comme une véritable libération. Les larmes affleurent si vite, dans la gêne au début, car il faut bien donner de soi une bonne image, car il faut rester digne. Puis cette gêne laisse la place aux pleurs qui autorisent ce processus de libération, permettant aux patients de se retrouver tels qu'ils étaient avant d'endosser leur costume, d'installer leur masque et d'écrire des scénarios complètement illusoires. Ils pleurent enfin, ces patients. Ils pleurent lorsqu'ils prennent conscience que par leur histoire, ils ont dû très précocement apprendre à s'occuper d'eux seuls. Vivait en eux l'enfant désespéré et l'enfant thérapeute de ce dernier. L'autocompassion qu'ils ressentent alors à l'égard de ce tout petit, qui dans sa solitude extrême a trouvé en lui le courage et la puissance intérieure pour se permettre de survivre au traumatisme, est très touchante. Ce faisant, ils peuvent aussi s'autoriser à retrouver des émotions si profondément enfouies. Ils pleurent et au détour d'une larme de rage redécouvrent leur colère, leur haine parfois, leur jalousie, leur sentiment d'envie. Peu leur importe désormais s'ils s'expriment, enfin. Certains osent crier, insulter, critiquer, ils ont accédé à leur intimité émotionnelle. L'attitude du thérapeute les a aidés. Il ne juge pas, il entend, reformule, il est là, dans une présence active, pour entendre les peurs abyssales, les culpabilités, les hontes, les unes entraînant les autres, la dépression, la tristesse, le désamour de soi commençant à se désagréger, enfin se désagréger. Le mépris de soi est questionné d'une nouvelle façon. Patient s'étonne lui-même. Il ressentait réellement tout ça. Il ne le savait pas. Il a le droit de l'exprimer, de s'exprimer enfin, d'être lui-même. Même l'agressivité pourtant enterrée si loin de sa conscience, cette agressivité qui, de toutes les tendances humaines, est celle qui se trouve le plus souvent cachée, déguisée, déviée, attribuée à des instances extérieures. Cette agressivité qui est à l'origine de la créativité de l'enfant, même la haine, même vis-à-vis d'une mère, d'un père, même s'ils ne sont plus de ce monde. Oui, bien sûr. La société occidentale et bien d'autres condamnent sévèrement la critique des personnes décédées. La mort conférait-elle une sorte de sainteté? Faudrait-il, parce que des parents ou des proches ont quitté cette vie terrestre, devenir complètement amnésiques à leur sujet? Pour quelle bonne raison? Alors oui, même la haine, car toutes nos émotions sont porteuses de messages. Elles nous parlent de nous, de ce que nous avons ressenti, de ce que nous éprouvons. Dans chaque larme, un mot, dans chaque cri, une blessure, dans chaque cœur qui va trop vite, une peur. Le patient apprend que le mythe New Age, qui est toujours d'actualité en 2017, d'un amour universel,
n'est qu'un mythe, justement. Il découvre que sa haine lui parle de lui, de son histoire passée, de son présent, qu'elle lui parle de ses blessures, de ses souffrances, pleurer, enragé. Voilà que s'ouvre le champ des possibles. Désormais, il serait bien inutile de rester aveugle à la réalité. Les émotions, si elles sont avant tout inscrites dans notre corps, sont également partie prenante dans nos processus de pensée. Nous ne sommes pas coupés en deux et ce que nous ressentons influence grandement ce que nous pensons. Choisissons, décidons. Ce que notre corps savait, il peut enfin le révéler, puisque la porte de la vie émotionnelle s'est enfin ouverte. Tout ce qui avait été dissimulé par le brouillard réapparaît. C'est le retour du refoulé. Le patient découvre que pouvoir exprimer ses mouvements émotionnels, c'est aussi être capable de nouer des liens sur un mode authentique. On sait tellement mieux regarder les autres lorsque disparaissent les brumes générées par la peur et les illusions. Et s'il y a bien une réalité, une seule réalité chez un être humain, ce sont ses émotions. Une émotion n'est jamais fausse, tandis que les souvenirs des événements eux-mêmes ou les idées, les pensées sont des trouvailles avec ces émotions qui vont guider le patient vers les nourritures émotionnelles, ses véritables besoins, donc les siens. Quant aux émotions prescrites par les parents, les éducateurs, celles qu'on se doit d'éprouver en lieu et place des sentiments authentiques, elles finissent par rendre malade. Malade de ne pas avoir le droit d'être soi-même, malade de se forcer à sourire lorsqu'on est triste, de s'obliger à se taire en se mordant l'intérieur des joues pour ne pas montrer sa colère, rire ou ironiser sur ce qui fait mal. C'est ce que apprennent les patients en thérapie. Ils comprennent aussi que leur santé physique comme psychologique a énormément souffert de leur long silence sur les émotions si pénibles à vivre quand elles n'avaient pas acquis leur titre de séjour, reconduites à la frontière du non-dit. Elles sont douloureuses à révéler car elles gênent, elles dérangent. Ils se montrent parfois choqués d'avoir dû se contraindre à devenir comme des robots. Comme si un enfant qui s'est figé, durci, comme de la pierre, était une preuve de la réussite de son éducation. Cette forme d'anesthésie affective, ce rempart épais construit autour de la vie émotionnelle avait pour mission de protéger l'enfant de sa trop grande souffrance, alors qu'elle est fort préjudiciable à toute vie relationnelle. Nous vivons dans une société qui donne priorité au paraître et à l'avoir et qui n'encourage en rien la réflexion sur soi, sans même parler d'introspection. Et décider de faire une psychothérapie dénote du courage. Motivé par le désir de retrouver les émotions et les sentiments refoulés dans l'inconscient. Car ils ne sont que refoulés. Ils n'ont pas disparu. Le travail thérapeutique consiste justement à les mettre au grand jour, pour sortir du faux self, dont la projection n'a plus lieu d'être. S'il fut souvent l'ultime recours pour l'enfant blessé, il n'est plus utile pour l'adulte. Tout au contraire. Car il lui faut retrouver son véritable self, sa véritable identité, personnalité, avec ses désirs authentiques. C'est ce qui lui permet la catharsis émotionnelle, l'expression des émotions enfin revenues. D'autant plus que durant toute son enfance, l'être humain est une véritable éponge face aux émotions de ses parents et de son entourage propre. Alors non seulement il s'en croit responsable et se culpabilise lorsqu'elles sont douloureuses, mais par mimétisme émotionnel, il arrive fréquemment qu'il s'approprie inconsciemment l'angoisse ou la tristesse ou la culpabilité ou encore la honte, l'absence d'estime de soi de ses parents ou l'un de ses parents, comme en dépression également.
Il sera souvent extrêmement pénible pour les patients de se confronter avec l'imperfection de ses parents, ou d'un parent, avec leurs défauts. Il faudra alors combattre l'inévitable culpabilité vis-à-vis de ses parents, qui dans l'enfance font pour eux des véritables dieux, et vis-à-vis d'eux-mêmes d'avoir été si naïfs. Mais un enfant spontanément fait confiance normalement à ses parents. Il faudra aussi trier les émotions qui ont été prescrites, trier celles qui ne leur appartiennent pas. Cette étape fondamentale au cours de la thérapie les mène sur le chemin de l'authenticité, une forme de liberté qui les ignorait. Enfin, la prise de conscience des attentes illusoires offre la possibilité de devenir plus lucide sur soi-même. De plus, la psychothérapie va permettre aux dépendants affectifs pathologiques de comprendre non seulement leur comportement, mais aussi l'impact des derniers sur leur vie relationnelle. Cette connaissance lucide de leur motivation et leur façon d'agir les incitera à sortir de leur rôle et pour certains de leur faux self. Le thérapeute va aussi leur expliquer que dès leur plus jeune âge, ils ont acquis leur tendance à entourer maternellement les autres. Et j'ai déjà évoqué ces enfants parentifiés, adultifiés par leurs parents et qui très tôt en deviennent les thérapeutes. Tout comme ils se montrent à la fois compréhensibles et remplis de sollicitude avec les autres adultes en général. C'est ainsi, ayant trop vite grandi, qu'ils en viennent à devenir le soignant de leurs parents, car un enfant traumatisé et hyper mature doit endosser de manière prématurée la responsabilité des adultes immatures, défaillants ou agresseurs. De nombreux psychiatres et psychologues de l'enfance ont décrit cet élan spontané de sollicitude et de compréhension chez ces enfants, élan tout aussi spontané que l'on retrouve chez les patients dépendants affectifs. Faire connaissance avec le vrai soi, sortir du faux self et des rôles qu'on a pris l'habitude de jouer, est le seul antidote à l'oubli et au désamour de soi. Découvrir ses croyances, retrouver sa vie émotionnelle, authentique et comprendre ses comportements pour s'engager sur le chemin menant vers une meilleure connaissance de soi, se connaître mieux, se reconnaître, pouvoir au détour du sentier se poser deux questions essentielles. Qui suis-je ? Qu'est-ce qui est important pour moi dans ma vie ? Et qu'est-ce que je veux ? Et commencer à trouver quelques ébauches de réponses. Pouvoir aussi énoncer plus clairement ce que l'on ne veut plus, ce qui fait trop mal, ce qui me fait trop souffrir. Apprendre que ce sont nos croyances qui, muettes et pourtant toutes puissantes, génèrent nos émotions et guident nos comportements. Découvrir ces éléments du fonctionnement du psychisme de l'être humain éclaire les patients dépendants affectifs sur la réelle possibilité qui leur est offerte de mettre fin à des comportements automatiques et de s'ouvrir à d'autres choix, à des nouveaux choix. Il est possible de modifier des croyances et donc de penser autrement pour ressentir d'autres émotions et agir ainsi différemment. La boucle infernale peut être transformée en cercle humainement plus vivable, car ce fonctionnement des croyances est applicable quelles que soient les certitudes. Il se déroule de la même façon pour confirmer et renoncer et pour renforcer des croyances aidantes. Je suis quelqu'un de bien, j'ai le droit de me respecter. Oui, j'ai enfin le droit de me respecter. J'ai aussi le droit de me faire respecter. Mieux se connaître, c'est choisir d'arrêter de se mentir pour devenir capable de définir clairement sa problématique. Le fait même de décider de se faire aider démontre une vraie volonté de se confronter à ses difficultés, d'arrêter de tenter de se persuader que finalement rien n'est grave,
Et puis, pourquoi, après tout, chercher à être plus heureux? Je n'ai qu'à me résigner. Ah, pourquoi pas? Lorsque les patients découvrent qu'ils se conduisent selon certaines idées et n'obtiennent pas ce qu'ils désirent, ils sont désormais en mesure de s'interroger sur la véracité et l'efficacité de ces idées. Cette confrontation va leur permettre de nombreuses remises en question. Ils acceptent de reconnaître qu'ils ont pu se tromper, qu'ils ignoraient même à quel point ils s'étaient éloignés d'eux, persuadés à la fois d'avoir raison et d'être impuissants pour ne serait-ce qu'envisager une vie meilleure. Découvrir les véritables motivations de leur comportement permet aux patients de quitter la position de victime en récupérant progressivement leur puissance personnelle et leur libre arbitre. Le changement alors apparaît enfin possible. Au cours de la thérapie, les patients prennent donc conscience de la motivation principale qui est à l'origine de leur comportement, leur recherche effrénée de l'amour. Une quête qui génère une exigence de perfectionnisme très culpabilisante puisque complètement illusoire. Une suradaptation extrêmement contraignante au désir d'autrui. Des agissements souvent manipulatoires pour parvenir à leur fin. Ces réalités, aussi pénibles soient-elles, représentent un passage nécessaire. Si tant est qu'il existe un chemin vers le meilleur. Il faut, pour le trouver, bien regarder le pire. C'est en comprenant à quel point les jeux psychologiques, et particulièrement le rôle du sauveur, de victime et de persécuteur, sont vains et dommageables. Pour leur équilibre psycho-affectif, puisqu'ils peuvent décider progressivement de les abandonner. C'est pourquoi il est essentiel pour ces patients de se réhabiliter à leurs propres yeux pour les comportements qu'ils ont eus jusqu'alors. Comment en effet accepter sans ressentir un grand désespoir l'idée que l'on attend tous les autres, que la compulsion à aider, à se rendre indispensable, serait la seule voie possible pour se sentir exister, pour se réaliser pleinement, pour avoir une raison de vivre? Comment concevoir, sans une infinie tristesse, l'idée de s'abandonner soi-même, de se détourner de soi pour s'approprier la vie de l'autre, ses besoins et ses aspirations? Comment ne pas être bouleversé en constatant que l'on a dû creuser un grand vide à l'intérieur de soi pour permettre à autrui, à son insu, de s'y lever? Dans l'étude de cas de Florence, Florence me dit tout est possible et rien n'arrive. Dehors, par-delà les toits, j'entends vibrer le cri des hirondelles, mais je suis dans un tel désarroi qu'elle n'arrive pas à m'enchanter. Parfois, je ne m'explique pas ma théorie de l'échec, cet entre-deux qui ne rime à rien, c'est étrange de vouloir des autres ce qu'ils ne peuvent pas me donner. C'est étrange aussi de rester là, à attendre, encore et encore, sans savoir quoi faire, et le soir de se coucher en se disant que vraiment demain, il serait bon de passer à autre chose, d'oublier, et recommencer le soir en rentrant chez soi, seul, au calme, en commençant ses vacances, qui riment avec errance, recommencer à se dire que vraiment, ce doit être fini. Mais pourquoi s'infliger un tel châtiment, de telles punitions? Pourquoi toujours être la seconde, que la seconde? Pourquoi n'être que la fille qu'on met dans son lit et pas dans sa vie? Un peu, beaucoup marre des situations foireuses. À quoi servent-elles? Ne serais-je pas capable que de cela? Je patine, je n'avance pas, alors que je n'attends que cela. Quelqu'un que j'aime et qui m'aime. Je sais que certains de mes comportements, certaines de mes peurs viennent de la non-conciliation entre rêve et réalité. Déjà quelques jours avant notre dernière séance, j'avais bien compris que mon engagement vient de là. Mais moi j'aime mon inconséquence.
Comment, sans ne plus se comporter comme un papillon, porté au fil du vent, rester ce papillon, sans être toujours collé derrière une vitre, les ailes déployées. Au-delà de tout, malgré les obligations auxquelles on peut déroger, c'est perdre l'illusion de ma liberté qui me fait peur. L'idée de partir quand je veux, sans attache, me réjouit, me porte, me libère. Je tente de réconcilier le tout, ce sentiment permanent d'insécurité et mes obligations d'adulte. Le thérapeute va expliquer qu'un comportement a toujours une raison d'être. Nous ne faisons jamais rien pour rien. C'est ce qu'on appelle la fonction positive ou bénéfice de tous nos actes. Mais force est de constater que cette fonction positive, que ce bénéfice n'en sont pas vraiment quand les attentes sont vaines et que les comportements entraînent des résultats constamment décevants. L'insoutenable nécessité de plaire est le premier élément remis en question. Le patient a pu identifier les conséquences de son besoin toujours inassouvi d'être rassuré sur sa capacité à être aimé, tout en craignant, une fois la relation installée, d'amitié ou d'amour, l'inévitable rupture. Qui en effet pourra suffisamment l'aimer tel qu'il est, indigne d'amour? Et par quel miracle serait-il possible de tenir dans la durée en jouant un rôle, en dissimulant ses propres pensées, ses véritables émotions, en ayant peur de la sincérité? Aucun être humain n'est capable de ce tour de force, qui consiste à se montrer sous les traits de quelqu'un d'autre. En tout cas, pas très longtemps. La peur panique d'être découvert provoque l'horreur, puis les erreurs jusqu'au dévoilement, à moins que la rupture ne permette pas d'en arriver jusqu'à ce point de non-retour. Le thérapeute pourra expliquer aussi que l'on ne peut pas être profondément aimé sur ses actions. L'amour se porte sur l'être et non sur le faire, qui ne vient qu'après. Les mensonges, dits ou par omission, ne peuvent pas protéger éternellement. Aussi, tout au long de leur enfance et de leur adolescence, puis de leur vie adulte, les patients dépendants affectifs ont installé, en raison de leur histoire de vie, des certitudes sur eux-mêmes et les autres qui les ont menés, conduits dans une insécurité permanente quant à leur capacité à être aimés. Au cours de leur thérapie, ils apprennent qu'ils ont eu de cesse de confirmer et renforcer ces certitudes très limitantes, très négatives, particulières sur eux, jamais remises en question. Elles ont jalonné leur vie d'échecs, de culpabilité, de terreur, de se retrouver seuls. C'est pourquoi il leur a fallu accepter de sortir du déni et d'être confrontés à leur réalité. Pour y parvenir, ils font preuve non seulement d'un immense courage, mais aussi d'une grande capacité à se dévoiler. Il a bien fallu, en effet, qu'un beau jour ils se rebellent, osant affronter leur passé et les personnes qui l'ont peuplé, leurs parents en premier lieu, oser se questionner à leur sujet, oser transgresser l'interdit, cette nocive loi du silence, oser regarder toutes ces années de souffrance comme des formes d'injustice et décider de se transformer en justicier pour les réparer, pour que les cicatrices se referment. Pour obtenir des cicatrices de bonne qualité, tout chirurgien et penseur vous expliqueront qu'il faut auparavant bien nettoyer et refermer à l'intérieur à chaque niveau, du plus profond au plus superficiel, et évidemment ne rien oublier. Les cicatrices psychiques sont de même nature. Il convient de réparer l'enfance, afin qu'elle devienne de fines traces blanches bien régulières, que l'on ne viendra plus gratter et rouvrir. C'est pourquoi j'ai évoqué plutôt la nécessité
vraiment nécessaire d'une réhabilitation du patient par lui-même, réhabilitation qui prendra en compte ce qui n'était pas de sa propre responsabilité. Le plus important étant le regard qu'il porte sur ce qu'il a vécu, plutôt que sur les événements eux-mêmes. Réparer son enfance consiste donc en tout premier lieu à retrouver l'enfant en soi. Cet enfant qui a tellement souffert, qu'il a enfoui profondément et refoulé ses souffrances. Ces retrouvailles vont lui permettre de prendre conscience de tout ce que le corps a enregistré, intégré, depuis l'époque la plus archaïque de son histoire, réparer l'enfance, ses pensées, ses blessures présentes. Les patients dépendants affectifs ont à franchir la porte étroite qui va leur permettre d'entrer en rébellion pour admettre, reconnaître ce qu'ils ont subi, sans éprouver de culpabilité, ce qui n'est pas simple, qu'il s'agisse de se rebeller contre des valeurs et des pratiques issues de méthodes éducatives hautement condamnables ou de soi-disant vertus inadaptées car trop intégristes ou encore contre des incompétences et négligences ou pire des maltraitances psychiques. La révolte est nécessaire, tout comme elle l'a toujours été pour faire progresser l'humanité. Elle offre la distance utile pour observer les faits. Pour se rebeller, les patients doivent avant tout intégrer l'idée que leur mission sur Terre n'était pas de contenter constamment leurs parents et admettre qu'ils peuvent devenir autonomes car leur bonheur ne dépend pas de leur soumission. Cet apprentissage et cette nouvelle clairvoyance exclut, j'insiste alors fortement sur la culpabilité. Il ne s'agit pas de remettre les responsabilités à leur juste place et de donner aux enfants intérieurs la permission de grandir afin de pouvoir voler de leurs propres ailes. Les parents s'étonnent, ce n'était pas moi qui étais responsable de la dépression de ma mère, de la fureur de mon père. J'ai le droit de penser autrement. Et ces étonnements opèrent très vite un rapprochement avec eux-mêmes. Je ne suis pas si mauvais que ça. D'autres parents, sans doute, auraient pu m'aimer. Certes, il n'est jamais aisé de se confronter aux défaillances parentales, même minimes. Comme il n'est jamais simple d'assumer également les siennes. Car d'autres personnes élevées avec les mêmes parents ne seraient peut-être pas venues aussi dépendantes affectivement avec une telle intensité. Mais c'est ainsi, elles ne pourront pas changer les choses. Chaque pas est important. Là, il est question de réparer le passé et non ce qui a été fait. De laisser enfin l'enfant s'exprimer complètement et lui permettre de prendre de la distance avec ses parents. Pour y parvenir, les patients s'appuient sur la relation thérapeutique afin d'affronter ce qui hantait leur enfance avec l'interdiction de le reconnaître. Aujourd'hui, ils se relèvent et se révèlent à eux-mêmes. Les peurs et les injustices comme les colères et les désespoirs, ils découvrent parfois effarés qu'un grand nombre de blessures psycho-affectives auraient pu être évitées si leurs parents avaient un tant soit peu remis en question leur méthode éducative, appliquée en toute bonne intention, bien sûr, par des adultes trop sûrs d'eux, peu curieux et amnésiques sur leur propre enfance. On oublie souvent qu'on a été enfant, adolescent. On peut d'ailleurs se poser la question pertinente de savoir pourquoi il est écrit nulle part « Tes enfants, tu respecteras ». Merci de m'avoir suivi dans cette vidéo et vous aurez la chance d'en avoir des suivantes. Je vous souhaite une agréable soirée ou une très bonne nuit. Portez-vous bien, apportez-vous de l'amour, de la bienveillance
et à bientôt.